Bonsoir à tous, bienvenue dans le 12 minutes. Est-ce un coup de bluff ou les négociateurs de la COP21 sont-ils vraiment à deux doigts d'un accord? Laurent Fabius, qui préside la conférence internationale sur le réchauffement climatique, annonce en tout cas qu'un texte qu'il qualifie déjà d'historique sera présenté demain matin à Paris. Et on l'écoute. Laissez-moi vous dire simplement que nous sommes presque au bout du chemin, que je suis optimiste, que les conditions de préparation de cet accord ambitieux ont été très bonnes et qu'à l'issue des consultations que je vais avoir, je serai en mesure demain matin à 9 h de présenter à l'ensemble des parties un texte qui, j'en suis sûr, sera approuvé et sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. Et comme quasi chaque jour à Paris, des associations ont manifesté ce vendredi dans le hall qui mène à la conférence, rebaptisé Champs-Élysées pour l'occasion. Ces militants veulent maintenir la pression pour que la conférence ne se clôture pas sur un texte au rabais, mais cela ne semble pas être la tendance, même s'il reste des obstacles importants à franchir cette nuit, notamment financiers. L'objectif des négociateurs est bien de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle, voire même moins. C'est assez ambitieux. Le ministre-président wallon s'en réjouit. Le fait qu'on reconnaisse qu'on ne veut pas un réchauffement climatique au-delà de 2 degrés, 1,5 même comme idéal que l'on veut poursuivre, c'est vraiment un élément pour nous très important. C'est dans le texte aujourd'hui. On sait que ce sera attaqué par certaines parties tout au long de la nuit, mais il faut tenir bon, ne pas céder au lobby et au contraire se dire que cet enjeu est très important et qu'on va le défendre. La Suisse, toujours en état d'alerte terroriste, 2 hommes d'origine syrienne ont été interpellés ce soir à Genève. Des traces d'explosifs ont été trouvées dans leur voiture, mais la police ne précise pas si les 2 suspects ont un lien avec les 4 hommes activement recherchés depuis mercredi. 4 hommes qui seraient liés au groupe terroriste État islamique. Le niveau d'alerte 3 est maintenu à Genève. Chez nous, depuis que le niveau de la menace est redescendu de 4 à 3, eh bien certaines écoles ont repris une vie normale, mais d'autres sont toujours soumises à des mesures de sécurité très strictes. C'est le cas notamment pour le réseau officiel de la ville de Bruxelles. L'entrée des élèves est strictement contrôlée, les parents ne peuvent plus pénétrer dans l'établissement. Pour pas mal d'entre eux, c'est devenu injustifié. Des pétitions circulent même. Je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Parce que tout est normal maintenant, on trouve dans les grandes surfaces, les marchés. Je me rends compte que ce n'est pas du tout les mêmes mesures qui ont été prises dans les écoles de l'école de la ville de Bruxelles et dans les écoles qui sont dans le libre. Et du coup, je me pose la question de l'absurdité de cette mesure. Pourquoi est-ce que certains enfants ont besoin d'avoir plus de sécurité que d'autres ? Je ne comprends pas. Et puis, on n'a plus le droit d'aller dans l'école. Ça veut dire que nous, comme parents, nous n'avons plus accès à la rencontre avec les enseignants. En plus, il y avait une fête normalement qui était censée être organisée, fête de fin d'année, avec tous les parents dans le préau, etc. Annulée. On ne comprend pas pourquoi. Il y a des écoles à Bruxelles qui sont ouvertes. Pourquoi pendant ce temps-là, les jeux d'hiver sont ouverts. Les plaisirs d'hiver sont ouverts. On se demande pourquoi. À 2 jours du 4e anniversaire de la tuerie de la place Saint-Lambert à Liège, certaines familles de victimes ont décidé de porter plainte contre l'État belge. Elles lui reprochent d'avoir libéré de prison l'auteur de la fusillade, Nordin Amrani, alors que celui-ci avait produit un contrat d'embauche bidon pour obtenir sa libération et qui n'avait pas respecté par la suite les conditions de cette libération. Il avait ensuite tiré place Saint-Lambert, vous vous en souvenez, faisant 5 morts et 147 blessés avant de se suicider. C'est une décision de justice qui crée la polémique. Le tribunal du travail de Bruxelles a reconnu le droit pour des employés de l'Office régional de l'emploi bruxellois, Actiris, de porter le voile, même au bureau. L'interdiction de tout signe religieux figure pourtant dans le règlement de travail de l'organisme, mais le juge a estimé que c'était contraire à la liberté des employés. Actiris ne fera pas appel de la décision, ce qui énerve au passage le ministre bruxellois Didier Gauzoin. Il y a une série de règlements de travail qui interdit le port de signes convictionnels jusqu'au moment où un juge, suite à une plainte, considère que ces règlements sont inacceptables, les annule et donc autorise, comme à Actiris, le port du voile. Et je regrette évidemment ce jugement, et je regrette aussi qu'on n'ait pas été en appel contre ce jugement. Imaginez demain qu'un travailleur d'Actiris vienne avec la kippa et servent des personnes, par exemple, de Molenbeek. On parlerait de provocation. Ça montre bien qu'un signe convictionnel peut choquer les uns et les autres.
Vous vous rappelez certainement de cette réunion houleuse qui avait eu lieu à Walcourt il y a quelques semaines lorsqu'on avait annoncé aux habitants qu'une centaine de candidats réfugiés allaient arriver dans leur commune. Leur réaction avait été parfois très hostile, on s'en souvient. Eh bien, nous avons décidé de retourner sur place. Comment se passe aujourd'hui la cohabitation? Les craintes se sont-elles apaisées? C'est un reportage de Nathalie Mann. Ces images tournées lors d'une réunion d'information à la fin du mois d'octobre avaient choqué une partie de l'opinion publique. Elles avaient aussi démontré toute l'inquiétude de certains habitants de Tille-le-Château et Chastret face à l'arrivée de 210 réfugiés. Un mois et demi après ces faits, comment se déroule la cohabitation? Les contres campent-ils toujours sur leur position? Stéphane Cozat s'était à l'époque exprimé de façon virulente dans les médias. Je veux la réunion, bien sûr. Et pourquoi? Dans quel but? Pour le but, pour protéger déjà le village. Mettre des points au soleil. J'ai peut-être mal réagi au départ. Je regrette parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant, ces gens-là. Beaucoup qui ont regretté, de toute façon. Parce qu'on ne les connaissait pas, maintenant ils sont là, c'est un petit bonjour. Je les vois tous les jours à l'école maintenant, à l'école communale. Je vois les parents, je vois la maman, je vois le papa, et on se dit bonjour et c'est tout. Mais aujourd'hui, certains habitants sont toujours opposés aux réfugiés. Ceux-là n'ont malheureusement pas souhaité s'exprimer. Pourtant, leurs violentes réactions ont déclenché, sans le vouloir, un élan de solidarité à Walcourt, où un collectif citoyen s'est mis en place. Je pense que c'est un peu un mouvement qui s'est fait par rapport à la très mauvaise réaction de base. Et donc tous les gens qui ont été un petit peu scandalisés de voir ce qui se passait, quelque part, ça a provoqué l'inverse, ça a fait un élan citoyen. Ce collectif rassemble des habitants de l'entité de Walcourt. Ensemble, ils veulent aider les réfugiés avec des cours d'alphabétisation, mais aussi des activités pour enfants et pour adultes. Les enfants sont aujourd'hui scolarisés. Cette école de Tille-le-Château compte 6 enfants réfugiés. Les cours sont parfois un peu compliqués car ils ne comprennent pas la langue, mais leur intégration auprès des autres enfants se déroule bien. Je dois dire que je les vois jouer ensemble et les enfants, entre eux, expliquent peut-être plus que moi, on va dire, puisqu'ils les expliquent les mots de tous les jours, le fonctionnement de l'école, ils font répéter les mots en français aux enfants. Ça leur fait du bien de venir dans un pays où il n'y a pas la guerre. Aujourd'hui, les habitants de l'entité de Walcourt voient peu les réfugiés. Ceux-ci ne se baladent pas tellement dans les villages. Et si l'intégration de ces nouveaux habitants semble aujourd'hui moins impossible qu'hier, elle n'est pas encore gagnée. Que se passe-t-il au Burundi? Le pays connaît un regain de tension depuis que le président a annoncé son intention de se porter candidat à un 3e mandat. Nous manquons d'images, mais ces dernières heures, 3 camps militaires ont été attaqués, 12 assaillants auraient été tués et 21 capturés selon un bilan de l'armée burundaise. Notre ministère des Affaires étrangères appelle en tout cas les Belges qui résident au Burundi à rester chez eux. Nous avons dès ce matin demandé à tous nos compatriotes de rester à la maison, de ne pas se déplacer. D'autres ambassades ont donné le même message. C'est la meilleure protection aujourd'hui. On va suivre évidemment la situation dans les heures qui viennent. Vous pourriez arrêter toute aide à la coopération? Mais nous avons déjà suspendu une partie de la coopération, notamment avec les forces de police, parce que ce que l'on demande, c'est d'arrêter toute violence, tant du côté gouvernemental, des autorités, de la police, que des rebelles. Il faut manifestement que tout le monde décide de déposer les armes d'une certaine manière pour reprendre le chemin du dialogue. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette fois, trop c'est trop. La dernière provocation de Donald Trump pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Son appel à interdire l'entrée du territoire américain à tous les musulmans du monde a provoqué une tempête de réactions hostiles, y compris au sein de son propre parti. Mais le milliardaire américain s'en moque. Si les républicains ne veulent plus de lui, eh bien, il se présentera comme candidat indépendant. Annick Capel. Donald Trump attaqué par l'aigle américain. Depuis hier, ces images font le tour du net. La séance photo date du mois d'août déjà, mais elle montre que Donald Trump n'a pas que des amis. Le milliardaire se fait d'ailleurs de plus en plus d'ennemis, comme ces centaines de manifestants réunis hier devant un hôtel lui appartenant à New York. Ils protestent contre l'idée de Donald Trump d'interdire aux musulmans l'entrée aux États-Unis. Nous sommes ici pour dire que les Syriens et les musulmans sont les prédicateurs de la paix. Nous ne sommes pas des terroristes. Les propos de Donald Trump sur les musulmans ont suscité un véritable tollé. Selon un sondage, 2/3 des Américains y seraient opposés. Hier pourtant, devant des policiers du New Hampshire, le milliardaire persiste et signe. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être politiquement corrects.
Au sein même du Parti républicain, le malaise est perceptible. Beaucoup se distancient clairement du trublion milliardaire. Ce que Donald Trump a suggéré va à l'encontre des principes de liberté religieuse qui sont le fondement de notre nation. Cela nous ramène aux heures sombres de notre histoire. Je préférerais perdre sans lui que gagner avec lui s'il continue comme ça. Donald Trump n'en a cure et prépare la suite. Dans un tweet mardi, il déclarait « 68% de mes soutiens voteraient pour moi si j'étais candidat indépendant. » Et d'ajouter hier qu'il pourrait bien envisager de quitter le Parti républicain si on ne le traitait pas de façon équitable. Au Parlement ukrainien, en tout cas, quand des députés ne sont pas d'accord, eh bien, ils le montrent clairement. Regardez ce qui arrive au Premier ministre en plein pendant son discours annuel. Un député lui apporte des fleurs, mais c'est un faux cadeau. Il tente en fait de le chasser de la tribune, ce qui provoque une réaction de ses collègues et une bagarre généralisée dans l'hémicycle. En revoyant la scène, eh bien, vous vous direz comme moi qu'on dirait Charles Michel, mais la ressemblance s'arrête là. D'ailleurs, si c'était vraiment lui, c'est sans doute Laurette Onkelins qui lui aurait fait le coup du bouquet. Une tendance qui pourrait séduire pas mal de monde en cette période de surconsommation des fêtes de fin d'année, alors que des milliers de sapins s'apprêtent à dessécher et à semer leurs épines dans des salons surchauffés. Eh bien, le sapin en bois a de plus en plus de succès. On en voit dans les magasins et des artisans s'y mettent aussi, comme cet habitant de Ayo dans le Namurois. Il construit des sapins à partir de vieilles palettes et en plus, c'est au profit d'une ASBL en faveur d'enfants handicapés. C'est toute la récupération, voilà. Récupération, donc des palettes qui ont été démontées, toutes déclouées, elles ont été poncées et puis maintenant elles sont montées. C'est dans l'air du temps, il y a beaucoup de gens qui aiment la récupération parce que ça appelle au lieu de jeter ou de brûler des palettes et tout ça, de redonner une deuxième vie et les gens aiment ça. En plus, une fois qu'ils sont bien traités, tout ça, vous pouvez les garder le temps que vous voulez. Et puis quand vous avez quelque chose comme ça chez vous, c'est pas la même chose que quelque chose que vous avez été acheté au magasin. C'est quelque chose qui a été pensé, qui a été créé. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous font plaisir aussi pour nous aider au niveau de la SBL. En football, après les Coupes européennes, retour au championnat. Genk et la Lanterne Rouge Westerlo ont fait match nul ce soir 0-0. Les deux chocs du week-end, ce sera dimanche avec Standard Club de Bruges et Anderlecht Ostende. Et puis surtout, demain soir, ce sera le tirage au sort de l'Euro 2016, un tirage au sort que ne présidera pas Michel Platini. Et pour cause, le tribunal arbitral du sport a confirmé sa suspension de 90 jours. Soupçonné de corruption, le patron de l'UEFA sera entendu le 18 décembre par la commission d'éthique du football mondial. Enfin, Julie Morel avait terminé son JT de 19h30 par une concentration de montgolfières à Dubaï. Eh bien, le 12 minutes termine aussi par des ballons et de l'air, mais en version plus sauvage et plus anarchique. Voici ce qu'on appelle une migration de virevoltants. Ces plantes sphériques qui se détachent de leurs racines quand elles sont sèches. Elles se mettent alors à rouler au gré du vent et quand il souffle à 110 km/h comme ici au Montana aux États-Unis, cela nous offre ce spectacle saisissant qu'on qualifiera de ballet de ballot. Voilà la suite des infos, notamment sur la dernière nuit de négociation à la COP21. C'est sur les radios et sur le site info de la RTBF. Tout de suite sur la 2, le Dan Late Show, puis Studio Foot. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Déjà, un excellent week-end à tous. À demain.